Radio 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, c'est les vraies voix avec Philippe David et nos éditorialistes du jour. Comment ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile et vous, et je tiens à vous dire une chose, j'ai passé un tellement bon week-end que je ne suis pas venu les mains vides. C'est-à-dire? Eh ben j'ai un cadeau pour toutes les vraies voix, vous allez voir. Tout le week-end, on m'a écrit, tiens, flambi. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que le produit était à la mode. Donc j'ai acheté un pack de flambi qu'on va pouvoir se partager avec les vraies voix. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Mais je sais pas non plus, mais j'ai reçu plein de textos flambi. Je me suis dit, je dois être un peu ringard, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, donc j'ai profité pour en acheter. Vous aimez ça? Écoutez, ça va, c'est très bien. Mais écoutez, à 18h, on va manger du flambi. Les grands présidents. Vous avez fini de vous moquer de François Hollande? De qui? De Hollande. C'est qui? Voilà, ça démarre bien cette émission avec une blague pourrie. Très bien, je vous souhaite la bienvenue. Vous direz pas ça en les mangeant. Ne vous tâchez pas, bien entendu. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour, qu'on vous présentera dans quelques instants. En tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300 pour vous. Zach vous attend au standard. Allez, au sommaire de cette émission à 17h30. Le grand débat du jour, c'est l'une des surprises du week-end. François Hollande se présente donc aux législatives en Corrèze sous l'étiquette du nouveau Front populaire. Face à l'ancien président socialiste, la majorité présidentielle a décidé de ne pas présenter de candidat pour soutenir son adversaire de droite. Alors parlons vrai, peut-il y avoir un effet Hollande dans la campagne, l'ancien président modérant le discours du nouveau Front populaire? Pensez-vous qu'il y a des ambitions nationales derrière ce retour? Et à cette question, le retour de François Hollande est un atout, un handicap, ou ni l'un ni l'autre? Eh bien vous dites à 10% que c'est un atout pour le nouveau Front populaire, un handicap pour 50% et ni l'un ni l'autre pour 40%. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Gérard Davet, journaliste au Monde, co-auteur avec Fabrice Lhomme du livre Un président ne devrait pas dire ça, publié chez Stock. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. En cas d'accession du RN au gouvernement, devrais-je prendre la responsabilité de ne pas appliquer ces circulaires si je les juge contraires à mes convictions? Question posée par un haut fonctionnaire dans les colonnes de Libération. Le journal a interrogé des agents qui mettent en balance leur éthique personnelle, leur conception de l'état de droit et le respect de la hiérarchie, quel que soit le gouvernement. Alors parlons vrai, est-ce que les hauts fonctionnaires peuvent être un contre-pouvoir face à un pouvoir politique? Ou alors est-ce que, comme dit le proverbe, un fonctionnaire ça fonctionne? Et à cette question, en cas de victoire du RN, certains hauts fonctionnaires pourraient refuser d'appliquer les lois. Est-ce pour vous, c'est leur choix pour 6%, c'est inadmissible pour 88%, tout dépend des lois pour 6% et sans opinion 0%. Daniel Keller sera avec nous, ancien président de l'association des anciens élèves de l'ENA. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, du lundi jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter cette actualité, un trio de choc. Philippe Bilger. Grand bonheur de vous retrouver après la fête des pères hier. Vous avez eu des cadeaux? J'ai eu des cadeaux, un très beau portefeuille, une magnifique cravate et une beaufitude absolue sur les matchs de la Coupe d'Europe. Voilà, comme ça. Le championnat d'Europe. Les championnats avec. Et j'ai pensé au lundi au retrouvailles. Bien entendu, bien entendu. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de Les Hommes en Noir publié chez Plomb. Et ça tombe bien parce qu'il est en noir. À vous tous. Ah non, c'est anthracite, sauf la chemise. Allez, il est mesuré dans ses mots, Jean-Michel Fauvergue. Bonjour à tous. Non, c'est tout? Non, mais je suis très content. Oui, effectivement. Moi aussi, c'est quand même assez bizarre. Le même jour, on a fêté la fête des pères chez moi aussi. C'est incroyable. C'est surprenant. Donc voilà, ça s'est super bien passé. C'est super. C'est comme si vous étiez connectés, c'est fou. Voilà. Farid Temsamani est avec nous, porte-parole de Banlieue Plus. Bonsoir. Bonsoir Cécile, Farid. bonsoir Philippe. Comment allez-vous? Très bien. C'est un ministre, Farid. Ah oui, toujours la grande classe. C'est un ministre. Il y a des places à prendre. Oui. Et alors pas complètement idiot ce que vous dites. Allez, au 0826 300 300 avec Mehdi avec Olivier qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir les Philippe et tous les invités. Merci de m'accueillir. Et comment ça va? Eh bien, écoutez, ça va bien. On est dans des temps inquiétants mais passionnants. Mais j'ai un petit coup de gueule à passer. Je crois que j'aurai un moment pour le dire tout à l'heure. Bien sûr, on vous écoute, allez-y. C'est quoi le teasing? Faites-nous un bon teasing. Alors le teasing, c'est l'idée qu'on peut pas être dissident, soutenir des dissidents et se revendiquer du Front populaire. À un moment donné, il faut choisir. Eh ben, vous bougez pas. On écoute le répondeur, Philippe David. Absolument. Bougez pas. Oui, bonjour, c'est Mehdi de Bordeaux.
Voilà, je suis inquiet pour notre France de demain. Parce que ces gens-là, des extrêmes, ils sont maintenant, ils se cachent plus, ils sont fiers, ils sont sûrs de leurs résultats, ils sont sûrs de leur... C'est tout simplement une détestation de Macron, hein, qui ne se trompe pas quand même, hein, parce qu'ils sont très, très, très mauvais au point de vue politique. Voilà. Mbappé, il a le droit de s'exprimer parce que c'est un citoyen comme un autre. Et moi aussi, j'ai le droit de m'exprimer parce que je suis un citoyen comme un autre. Bonne journée à tous. Philippe Billiger. Qu'il soit un citoyen comme un autre, je n'en discute pas une seconde. Hein. Mais pour le reste... Est-ce que c'est un front anti-Macron qui existe? Il est clair que les Européennes ont apporté ce triomphe à Jordan Bardella parce qu'il avait évidemment concentré sa campagne contre Macron. Alors les législatives, je ne sais pas. Ce qui me paraît bien, c'est que le Premier ministre a remplacé Emmanuel Macron dans la conduite de la campagne. Jean-Michel Fauvergue. Alors moi je veux revenir sur le fait qu'on dit que Mbappé et d'autres qui célèbres sont des porteurs de voix, sont des citoyens comme les autres. Non, non, pas du tout. Ce sont des porteurs de voix, c'est des gens qui sont connus, célèbres, qui drainent derrière eux un certain nombre de personnes et par conséquent qui doivent analyser leurs paroles à l'aune de ce qui va se passer, de ce qui est en train de se passer. Farid Temsamani. Oui, je suis complètement d'accord. En fait, il y a une responsabilité et parce que la voix a un impact auprès de la société. Mais pour revenir, effectivement, je suis complètement d'accord. C'est la première, contrairement, même si on a eu une présidentielle en 2022, pardon, c'est la première réaction politique en réalité contre le président de la République. C'est comme ça en tout cas que moi je l'analyse. C'était la première élection en plus. Hein. Allez, 0826 300 300, retour à Bordeaux avec Olivier. Concernant les candidatures dissidentes, mon cher Olivier. Je vais essayer de faire court, mais le fait de retrouver messieurs Poutou et Hollande dans le Front Populaire, quel grand écart. En plus de toutes les formations politiques et les organisations de la société civile, c'est à mon sens un signal important qui démontre la gravité et l'urgence politique qu'on vit. Le fascisme est bien aux portes de la République. Or, si tout le monde se met au service du collectif, force est de constater que d'autres, certes peu nombreux, s'accrochent à leurs gamelles comme des moules au rocher, faisant ainsi le jeu du RN. Je pense à Jérôme Guedj ou le couple Garrido-Corbière-Simonet. Et on est dans un grand moment d'histoire de France, et au lieu de partir dignement comme l'a fait Adrien Quatennens, qu'ils ont d'ailleurs tous pointé du doigt, ils préfèrent Hitler au Front Populaire pour reprendre une expression consacrée. Corbière, par exemple, laissera pas sa place à une femme investie par son mouvement. Il est plus féministe quand il s'agit de son poste. De même, tous ceux qui soutiennent les dissidents contribuent à la division et renie l'esprit même du Front Populaire. C'est peut-être un épiphénomène, mais je crois que tous finiront dans les poubelles de l'histoire pour avoir privilégié leur ego, leur pouvoir et leur salaire et des petits arrangements d'appareil aux dépens du bien commun. On ne peut pas être dissident, soutenir les dissidents et se revendiquer du Front Populaire. Ah oui, Philippe Billiger. Un édito. Alors, il est... Point de vue insoumis, on va dire ça. Il va être redoutable tout à l'heure dans les activités ludiques. Mais moi, n'étant pas peut-être aussi mûr idéologiquement que lui, je le dis sans ironie, hein, Olivier, en effet, je trouve au contraire que la révolte de ces dissidents pour lutter contre une personnalité totalitaire et une tactique partisane délétère dans un parti, c'est plutôt une bonne chose. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je suis de l'avis de Philippe sur les cas qui ont été cités, les connaissant en plus, Corbière en particulier, je trouve que il a été éjecté d'une manière honteuse, mais ça dénote quand même dans cette LFI d'aujourd'hui. En tout cas des orientations qui moi me font peur et me font très peur. Alors quand je vois Hollande qui s'allie à ça, c'est pas bon du tout. Farid Temsamani. Oui, on a bien compris que c'était une tambouille de gens qui ont strictement rien à voir, qui se sont même combattus pendant des années. Et pour revenir à Garrido et Corbière, en réalité, qui sont sortants, faut pas oublier. Comme Simonet, ou comme Simonet, effectivement. Henrik. Je trouve ça hallucinant.
Hallucinant, Farid, de quoi ? Oui, hallucinant le fait que de les éjecter à la dernière minute comme ça par leur propre parti, mais les urnes diront peut-être autrement. Allez, merci Olivier pour ce coup de gueule. Vous restez avec nous, Olivier, hein ? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes le bienvenu avec nous jusqu'au qui c'est qui l'a dit, bien entendu, et vous réagissez à tous les débats. Dans un instant, 3 infos des législatives, ce sera avec Félix Mathieu. Et dans quelques instants, oui, c'est le coup de gueule de monsieur le procureur. Quel va être votre coup de gueule ? Gabriel Attal dénonce les promesses, les monts et merveilles. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. 0826 300 300, c'est Zach qui est au standard et qui vous attend. À tout de suite. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, les vraies voix jusqu'à 19h tous les jours pour débattre, parler de l'actu, parler de ce qui vous fait plaisir bien entendu. C'est vous le patron, j'ai envie de dire, de cette émission. 0826 300 300, l'antenne vous est ouverte bien entendu. Dans un instant, avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvergue et Farid Temsameni. Et dans un instant, les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? De cette enquête ouverte pour détournement de fonds publics, enfin détournement de cartes de parking contre Éric Ciotti, lui dénonce une manipulation politique. Ça y est, les candidatures sont donc déposées. Certains vont affronter des dissidents de leur camp, comme le socialiste Jérôme Guedj, candidat officiel du Front Populaire, mais bon, qui rejette l'étiquette et qui va donc affronter d'autres candidats de gauche dissidents. Et puis, ce chiffre aussi, plus de 400 000 procurations en une semaine, c'est, tenez-vous bien, 6 à 7 fois plus que lors des législatives de 2022. Ça montre que quand même, ça intéresse, semble-t-il, les électeurs. Toutes ces histoires, en 3 mots, ça donne parking, investiture et procuration. Et c'est dans un instant, tout de suite la parole au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et le fan d'art lyrique que vous êtes veut requérir contre le demain on rase gratis. Oui, je veux surtout rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure, que Gabriel Attal, à l'égard duquel je continue à avoir une dilection relative tout de même, c'est comme la majorité, a pris la place du président pour mener la campagne des législatives. Et je pense que le macronisme le souhaite et les députés sont très heureux. Il a dit récemment une phrase qui apparaît banale, mais qui est indiscutable. On ne promet pas monts et merveilles comme le font les extrêmes. On peut discuter du nouveau Front Populaire et du Rassemblement National, mais il est évident que leur programme économique aux deux promet des monts et merveilles et une multitude de dépenses. Et en ce sens-là, Gabriel Attal dit forcément la vérité, mais je ne veux pas dire qu'il est forcément lui-même convaincant avec son programme. Mais en tout cas, lorsqu'il dénonce les monts et merveilles des autres, voire les cauchemars donc des autres, il n'a pas tort. Jean-Michel Fauvergue. Oui, on est sur une dette phénoménale. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on était montré du doigt, on a baissé dans nos notations. Effectivement, on a un problème de ce point de vue-là. Et quand on entend le programme des uns et des autres, on sait pas vers où on va. Donc Gabriel Attal a raison de tirer cette sonnette d'alarme-là, même si à un certain moment, on aurait dû la tirer avant et prendre des mesures avant, bien évidemment. Oui. Farid Temsameni. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont un peu mal placés pour tirer cette sonnette d'alarme. Je rappelle que pendant le Covid, c'était open bar d'une certaine manière, pardonnez-moi l'expression, où en fait on a aidé même des gens qui en avaient pas forcément besoin. Et je suis désolé, mais ça fonctionne. Les extrêmes qui proposent monts et merveilles, en fait, fonctionnent. Vous avez des gens qui sont attirés par là. Quand je parle de communication purement politique, en campagne électorale, c'est les choses que les gens, un certain nombre de gens retiennent. Alors après, effectivement, quand on est aux manettes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil. On ne réalise pas forcément toutes les promesses, mais en tout cas, d'un point de vue électoraliste, ça fonctionne, malheureusement. Allez, tout de suite, les 3 infos des législatives, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 infos des législatives qui sont Félix: parking, investiture et procuration. Éric Ciotti visé par une enquête pour détournement de fonds publics à propos de cartes de parking gratuites à Nice. Le toujours patron d'LR dénonce une manipulation politique. Pendant ce temps, la valse des investitures. Au lendemain de la date limite des dépôts de candidature, le socialiste Jérôme Guedj devra affronter des dissidents, lui qui critiquait l'alliance avec la France Insoumise. Et puis, plus de 409 000 procurations en une semaine pour ces législatives. C'est 6 à 7 fois plus que lors des dernières en 2022. Les vraies voix Sud Radio.
Le signalement avait été adressé le 26 avril par l'antenne locale d'Anticor, mais c'est aujourd'hui qu'on l'apprend. Le parquet de Nice vient d'ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics. Éric Ciotti et plusieurs de ses collaborateurs au conseil départemental des Alpes-Maritimes visés par ces investigations. La justice s'intéresse, figurez-vous, à des cartes de parking gratuites dont ils ont bénéficié sur le port de Nice. C'était entre mars 2021 et février 2023. Ces cartes, elles auraient notamment été utilisées en 2022 pendant la campagne des législatives. Et c'est là le problème. Des candidats ne peuvent pas bénéficier d'avantages en nature de la part d'une société, ce qui rendrait donc illégal l'usage de ces cartes gratuites, notamment le soir du second tour des législatives de 2022. De son côté, Éric Ciotti dénonce une manipulation politique évidente, ce sont ses mots. Je m'attendais, dit-il, hélas à des coups de bas d'après l'annonce tant attendue de l'Union des droites, c'est ce qu'il dit dans un communiqué. Le patron, le toujours patron du parti Les Républicains. Philippe Bilger. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs on en avait parlé depuis un certain temps, et donc c'est normal, il y aura d'autres choses. L'enquête démontrera peut-être que c'est exact, mais pour l'instant, ça sent mauvais, la manœuvre politique. Ouais. Jean-Michel Fauvergue, ça n'existe pas, les manœuvres politiques. Les dossiers qui tombent toujours chez les uns et les autres. Mais on est effectivement à des moments clés. Dans un moment où ces manœuvres-là, il y en aura et il y en aura encore. Ceci étant, et je vous le dis pour l'avoir vécu, une campagne politique, une campagne électorale, législative, c'est très strict. Et donc à un certain moment, faire des erreurs comme ça, de ce style-là, c'est des erreurs de débutants. Enfin, c'est des erreurs des débutants que ne font pas le débutant. Parce que moi, en tant que débutant, je le faisais pas. Mes collègues le faisaient pas parce qu'on surveillait bien ces législations-là. Donc, il s'est mis à la faute, sans doute. Farid Temsamani. Ce qui est assez hallucinant, c'est finalement le timing. Puisque le signalement a lieu fin avril et le parquet annonce ça aujourd'hui. C'est un peu gros comme ficelle, mais effectivement. Puis d'ailleurs, sur le fond, je suis même pas certain, d'un point de vue du montant du coût, que ça soit véritablement significatif, et je suis pas certain qu'on aille jusqu'au bout. Deuxième mot, investiture. C'est parti pour la campagne au lendemain de la date limite pour déposer ses candidatures. Avec des situations complexes. Le socialiste Jérôme Guedj, par exemple, candidat socialiste à sa réélection dans une circonscription réservée au PS, dans l'Essonne. Il était donc le candidat légitime du Front populaire, mais il refuse d'afficher cette étiquette en raison de ses divergences trop profondes avec la France insoumise, comme il expliquait ici sur BFM. C'était il y a quelques jours. J'ai vécu des lignes rouges franchies. Celle d'une brutalisation du débat politique et du débat public, les méthodes de la direction de la France insoumise, de conflictualiser, transgresser sur des principes essentiels, l'instrumentalisation qui pouvait être faite du conflit israélo-palestinien. Alors après cette nouvelle prise de distance, Jérôme Guedj affrontera donc une candidature dissidente de la France insoumise et du parti Génération, le petit parti de Benoît Hamon. Eux se revendiqueront du nouveau Front populaire, mais sans en avoir officiellement l'étiquette, puisque c'est bien celle de Jérôme Guedj. Réaction de Jérôme Guedj sur les réseaux sociaux, je le cite. « Tristesse, une candidature dissidente face à moi portée par ma suppléante, 25 ans de militantisme ensemble. Seul motif, le refus de comprendre mon combat pour des valeurs. Merci à toutes les forces de gauche et écologistes hors LFI pour leur soutien », ajoute donc Jérôme Guedj dans cette publication sur les réseaux sociaux. Et ça continue, les dissidences. Moi, je l'aime bien. Ouais. On a rarement l'occasion de vanter la morale depuis quelques mois. Lui, il est cohérent. Depuis toujours, il a été injurié, il a été gravement victime d'antisémitisme. Il continue à être sur sa ligne, c'est bien. Jean-Michel Fauvergue. Non, mais il a été. Attendez, Philippe, il s'est présenté une première fois avec la NUPES, il se présente une deuxième fois sous l'étiquette. Je veux dire, à un certain moment, quand on prend ses distances, on les prend réellement, quoi. Et surtout avec des fous furieux comme Ilana au sein de la formation dans laquelle il est. Et il le dit lui-même. Donc on prend ses distances, c'est point barre. Farid Temsamani. Moi, je pense que c'est de la communication, parce que moi, la véritable question, c'est une fois élu, s'il était véritablement élu, il siégerait avec qui ? Parce que aujourd'hui, il refuse.
Avec le PS. Voilà, il y aura donc, des groupes différenciés. Qui au final fait bien campagne sous l'étiquette Front Populaire. Donc moi je suis un peu dubitatif. Ça n'enlève rien à la personne en réalité. Mais bon, je pense que c'est plus de la communication qu'autre chose. Troisième mot, procuration, un bon indicateur pour vérifier que ces législatives attirent l'attention des électeurs, Félix. Oui, plus de 409 000 procurations réalisées depuis une semaine, depuis l'annonce de la dissolution et de ces nouvelles élections législatives. 409 000, c'est 6 fois et demi plus que lors des législatives de 2022 sur la même période, indique le ministère de l'Intérieur. 91% de ces procurations étaient établies en ligne, d'ailleurs, précise la place Beauvau. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant. Oui, rapidement, oui. Non, je voulais porter témoignage que les procurations, puisque j'en ai fait une pour le premier tour, j'étais surpris comme tout le monde, donc j'ai fait une procuration. Ça fonctionne hyper bien. Et si ça fonctionne hyper bien, c'est parce que le système a été revu et corrigé avec la précédente législature, parce que ça faisait partie des tâches indues des policiers. Et là, ça va très vite et ça fonctionne bien avec Internet. Ah bon ? Ouais. Bien. Allez, dans un instant, le grand débat du jour. L'ancien président de la République, François Hollande, a annoncé donc samedi 15 juin sa candidature aux élections législatives en Corrèze, faisant ainsi son retour dans la vie politique. Philippe. Alors parlons vrai, peut-il y avoir un effet Hollande dans la campagne, l'ancien président modérant le discours du nouveau Front Populaire? Pensez-vous qu'il y aurait quelques ambitions nationales derrière ce retour? Et à cette question, le retour de François Hollande, c'est pour vous un atout pour le nouveau Front Populaire pour 9%, un handicap 52%, ni l'un ni l'autre 39%. Et on va en parler avec Gérard Davet, journaliste au Monde et co-auteur avec Fabrice Lhomme du livre Un président ne devrait pas dire ça, publié chez Stock. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Gérard Davet, petite question avant de partir en pub. Candidat aux législatives, est-ce qu'un ancien président devrait faire ça? Oui. On en parle dans un instant. Soyez le bienvenu, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Philippe David. Ça va très bien. Hein. Je vous ai demandé, mais je vous ai... En fait, vous ne m'écoutez pas. Je remets une louche. Mais non, mais vous ne m'écoutez pas. Je vous dis, on est très heureux avec Philippe David et vous me répondez, je vais très bien. Quel est le rapport? En fait, vous ne m'écoutez pas. Mais si. Vous êtes en roue libre, complet. Non mais Philippe, le problème, c'est qu'il a son sonotone qui ne fonctionne pas très bien. Non mais c'est en roue libre, c'est gentil, libre. C'est pas possible. Bref, les vrais mots jusqu'à 19h. Écoutez ce que je dis, Philippe David, ça nous changera. Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvergue et Farid Temsamani, et on est ravis de vous accueillir. 0826 300 300, bien entendu, si vous voulez réagir. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave. Le danger représenté par l'extrême droite est aujourd'hui avéré. La France mérite mieux qu'un calcul. Il se compromet avec toute cette fange. Moi personnellement, vu que c'est plutôt mon bord politique, ça me choque pas et je le verrais plutôt d'un bon œil d'avoir François Hollande en tant que Premier ministre. Pas de candidat par exemple face à François Hollande en Corrèze, ça veut dire que vous apportez votre soutien ce matin à l'ancien président? Ah non, l'ancien président, il est candidat dans l'Alliance France Insoumise et donc évidemment c'est pas cette alliance-là qu'on souhaite voir gagner pour le pays, de la même manière que l'alliance menée par le Rassemblement National sera une catastrophe. Et donc c'est l'une des surprises du week-end. François Hollande se présente aux législatives en Corrèze sous l'étiquette du Front Populaire face à l'ancien président socialiste. La majorité présidentielle a décidé de ne pas présenter de candidat pour soutenir son adversaire de droite. Alors parlons vrai, avez-vous été surpris en apprenant ce retour de François Hollande et cette candidature? Imagineriez-vous, comme on l'entendait sur le son, François Hollande à Matignon dans quelques semaines? Et à cette question, pour vous, le retour de François Hollande, c'est à 9% un atout pour le nouveau Front Populaire, 52% un handicap et 39% ni l'un ni l'autre. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Gérard Davet, journaliste au Monde et co-auteur avec Fabrice Lhomme de livre Un président ne devrait pas dire ça, publié chez Stock, et depuis il y en a eu d'autres bien entendu. Bonsoir Gérard Davet, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord petit tour de table, en l'occurrence avec Philippe Bilger. Alors, sur cette candidature. D'abord, on pourrait discuter la manière dont François Hollande renie un engagement qu'il avait pris auparavant, une authentique détestation de LFI. Et il a considéré qu'il serait indécent de nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, mais qu'il n'est pas indécent de s'allier dans cette nouvelle union populaire. J'y vois deux raisons. D'abord, quand
quand il sera élu député, je crois que il peut apporter un pôle de rationalité, de stabilité, quoi qu'on pense de lui, dans une gauche, extrême gauche, qui ont été largement perturbées sur le plan de la tenue et du comportement parlementaire, premier point. Et le deuxième, je n'exclus pas qu'il se serve bien sûr de cette députation pour revenir véritablement dans le seul jeu politique qui lui importe, c'est-à-dire non plus prendre sa revanche sur Emmanuel Macron, mais en tout cas sur une gauche qu'il avait méprisée, et pourquoi pas être le candidat de celle-ci en 2027. Farid Temsamani. Moi, j'ai été complètement surpris par cette annonce. Alors, un peu moins par le personnage, mais souvenez-vous, lorsqu'il a battu Nicolas Sarkozy, il disait « je serai un président normal ». Est-ce que véritablement les Français, en fait, attendent d'un ancien président qu'il retourne, non pas dans l'arène politique, parce qu'il peut s'exprimer politiquement, c'est pas un souci, mais député, véritablement... Valéry Giscard d'Estaing l'a fait avant lui. C'est bien, c'est oui, bien. Mais je pense que d'une certaine manière, ça renie un certain nombre de ces engagements. Et alors, quant à l'alliance, comme l'a dit Philippe, alors là, c'est complètement contre nature. Et alors, il sera élu, manifestement, mais je pense que ça n'est pas forcément une bonne chose pour l'image de ce Front populaire. Jean-Michel Fauvergue. Oui, tout à l'heure, vous nous avez amené des flambis. Moi, je voudrais vous dire que le fromage de Hollande, en général, c'est des fromages à pâte molle, et donc qu'ils évoluent au fil du temps. Moi, j'ai été surpris aussi du fait qu'il se présente. Je pense que effectivement il ambitionne autre chose que d'être député. Je pense qu'il sera député. S'il est député, il va avoir beaucoup de mal parce que il se passe une chose qui se passait pas à son époque. À son époque, il y avait des gens qui s'opposaient à lui de son camp. Là, vous avez des fous furieux qui ne respectent rien et pour autant qu'ils ne respecteront pas son statut d'ancien président. Et donc ça va être difficile pour lui. On verra. Cette élection législative nous réserve des surprises de jour en jour. Ah bah ça, je vous confirme. Gérard Davet habite avec nous, journaliste au Monde, et leur dernier livre, co-auteur avec Fabrice Lhomme, Le Traître et le Néant. Macron l'enquête. Gérard Davet. Forcément, est-ce que on se pose la question tous, est-ce que finalement François Hollande a un coup à jouer? Oui, enfin, il l'a vu comme ça, mais avec Hollande, du coup, on connaît bien le personnage, Fabrice Lhomme et moi-même. Il y a le dit et le non-dit. Dans le non-dit, bien sûr, il a des ambitions personnelles. Il a vraiment très envie de regoûter à la politique. D'ailleurs, il l'a jamais vraiment quitté, contrairement à d'autres. Mais il y a le dit, et il faut le croire sur parole aussi. C'est que, pour bien le connaître, il a une détestation profonde de l'extrême droite. C'était quelqu'un qui aime la stabilité des institutions, qui a toujours cru au clivage gauche-droite. Et la perspective de voir l'extrême droite arriver au pouvoir, qui est réelle, est quelque chose qu'il classe en premier dans ses priorités. Alors, il y a d'autres priorités. Par exemple, il déteste Mélenchon. C'est quelqu'un qui ne croit pas, à mon avis, 5 minutes au programme économique du Nouveau Front populaire. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui a des priorités dans la vie et qui sait hiérarchiser les choses. Et aujourd'hui, c'est un social-démocrate, il a été président, il sait qu'il y a un péril vraiment important qui est celui de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et donc, il peut effectivement apporter une espèce de pôle de stabilité à cette union qui est hétéroclite. Et il n'est pas le seul, puisque Jospin, qui a passé l'âge de se présenter, est exactement sur la même ligne. Et ce sont quand même deux sociaux-démocrates assez stables et plutôt sages dans leur façon d'agir et de penser. Gérard Davet, tout de même, en tant que spécialiste de la gauche et de l'extrême gauche, vous n'êtes pas surpris par la manière dont l'éthique politique dans ces camps a littéralement été jetée par-dessus bord. J'entends bien qu'il y a toujours eu des trahisons et des reniements dans la vie politique, à droite comme à gauche, mais là, n'avez-vous pas été étonné tout de même par ces quelques jours miraculeux où la gauche a oublié toutes ces vitupérations contre les filles? Ce serait oublié, Philippe, on se connaît, ce serait oublié. Oui.
ce qui s'est passé depuis bien longtemps avec la gauche, elle a toujours su se réunir. C'est une des graves erreurs stratégiques de Macron, qui décidément est un piètre stratège. La gauche, quand il y a un péril ou un besoin, elle a toujours su se réunir. Jospin en est l'exemple même, mais Hollande aussi pour sa réélection de justesse face à Sarkozy. Elle a toujours su se réunir, et c'était croire que en fait ces gens-là ne pourraient plus s'entendre au nom de priorités qui les dépassent, à mon avis, largement, qui sont la possibilité qu'il y ait un gouvernement dirigé par un Bardella, c'était vraiment faire une grave erreur stratégique, quoi. Et donc, moi, j'ai pas été surpris de ça. J'étais surpris qu'il annonce sa candidature aux législatives, mais le connaissant, c'était quand même quelque chose de compréhensible ou de prévisible. Mais je ne suis pas surpris du tout qu'ils se soient tous réunis, les Glucksmann, les Jospin, d'ailleurs la bannière de Nouveau Front Populaire. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il y aura, ça dépend comment les élections vont se passer, mais il peut y avoir un pôle incarné par PS, Place Publique, écolo et communiste, qui soit plus nombreux que les insoumis. Auquel cas, c'est de là que viendra un éventuel gouvernement, et pas du côté insoumis, et je pense qu'il parie là-dessus. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. On part au 0826 300 300. Oui, merci Gérard Davet pour cette analyse. Moi, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que il aurait pas été préférable de sa part de rejoindre par exemple son ancien Premier ministre Manuel Valls et son deuxième ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve pour résister de l'extérieur et se positionner en recours de l'extérieur, parce que là, moi, ayant vécu comme député, je pense qu'il va abîmer son image à l'intérieur même d'un hémicycle qui va être intenable. Mais son image, elle est déjà complètement carbonisée au sein du monde politique, et il le sait très très bien. Ça reste le deuxième ou troisième homme le plus populaire dans la population, et ça, il le sait aussi très très bien. Il a été très malin, il a refait son image à bas bruit, à coup de visites dans les lycées, les collèges, les facs, etc. C'est quelqu'un qui est indéniablement sympathique et qui n'a pas laissé le souvenir d'un président qui fasse de grosses erreurs stratégiques ou qui crispe la France comme a pu le faire Macron. Et je pense qu'à l'Assemblée, il sera assez, enfin s'il est élu, ce qui n'est pas certain, il saura tirer son épingle du jeu. Il connaît absolument par cœur tout ça, quoi. Avant de prendre Olivier au 0826 300 300, Farid Temsamani, peut-être une réaction? Oui, là, j'entends parfaitement le personnage, mais je disais tout à l'heure que lorsqu'on est président ou lorsqu'on a été président, on est arrivé à un stade ultime de ce que notre République, en tout cas la 5e, peut vous offrir. Et en termes de responsabilité et d'image. Et le fait de revenir dans l'arène politique en tant qu'élu d'un territoire, ça me donne l'idée que finalement, même cette notion sacralisée de président ne vaut plus grand-chose. Pardon. Allez-y, Gérard. Il a dit lui-même la profession de président, il l'a dit lui-même, vous l'aviez dit, président normal, et par ailleurs, il n'a jamais pensé que c'était une fonction sacrificielle. Oui, mais pas forcément sacrée. Donc du coup, pour lui, il ne le voit pas comme ça. Il a toujours considéré, mais alors je ne suis pas son secret des dieux, j'ai pas échangé avec lui, mais il a toujours considéré que c'était une profession exaltante, passionnante, mais une profession. Et que ce n'est pas parce qu'on a été président qu'on doit forcément, à vie, camper sur son lamentin et expliquer que avec moi c'était mieux, avec les autres c'est nul. Et il s'oppose là aussi, comme d'habitude, à Sarkozy, qui donne des leçons, mais ne fait pas grand-chose. Un commentaire très amusant avant d'aller au 0826 300 300, paysan du 47, un auditeur fidèle qui nous tweet: il va avoir beaucoup de mal à revenir vu qu'il a vendu son scooter. Direction notre auditeur du jour, Olivier de Bordeaux, on vous écoute. Alors, sur Flamby, où mon ennemi c'est la finance, moi je suis d'accord avec le dernier intervenant spécialiste de la gauche là sur la crainte de l'extrême droite. Gérard Davet, oui. Merci Gérard Davet, excusez-moi de ne pas avoir retenu votre nom. Donc sur la crainte de l'extrême droite, sur sa détestation de Mélenchon, et en plus sur une forme de revanche envers Macron. Et puis pour rester dans le jeu, je crois que le calcul du PS, c'est bien la création de ce pôle qui était évoqué tout à l'heure. Et Hollande, il a plus le choix, parce que bon, quand même, il s'est pas représenté parce qu'il savait qu'il serait jamais réélu. Il a provoqué une certaine testation aussi. Il a quand même trahi avec son grand discours, qui était un très beau discours d'ailleurs, et qu'il n'a jamais tenu. Donc c'est une façon de rester aussi. Ça aurait été une grave erreur à mon avis que de ne pas s'associer au Front populaire. Voilà. Et en même temps, il crédibilise le Front populaire. C'était cette espèce de grand écart que je citais tout à l'heure avec Poutou d'un côté, parce que l'extrême gauche, je rappelle que c'est Poutou, c'est pas la France insoumise.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette sémantique qui veut placer les insoumis de ce côté-là ou qui vont en faire des antisémites. C'est une opposition radicale, certes, mais je crois c'est avant tout une formation républicaine. Gérard Davet. Oui, votre auditeur a une réflexion qui est tout à fait intéressante sur un autre aspect qui est très personnel. C'est ça. Il déteste certes l'extrême droite, mais il a beaucoup de mépris et d'inquiétude vis-à-vis de son ancien ministre de l'économie, c'est-à-dire celui qui lui a succédé, Emmanuel Macron. Non pas parce qu'il l'a trahi, il sait très bien que la trahison c'est consubstantielle à l'exercice politique, mais plutôt parce que il l'a déçu. C'est-à-dire que celui qu'il estimait vraiment profondément être d'une gauche un peu moderne et offensive sur le plan économique, s'est révélé être quelqu'un qui n'avait ni conviction ni colonne vertébrale et qui a fait des choix personnels et des choix stratégiques pour le pays qui, hormis une politique de l'offre qui a permis de rassurer les entreprises, objectivement, il a clivé la France. Et donc ça, c'est quelque chose que des gens comme de la génération de Hollande, qui était pas oublié qu'il a 70 ans bientôt, ont du mal à accepter. Ne supporte pas, et Jospin est un peu dans la même vision des choses. Allez, Philippe Bilger. Gérard, en fait, pour confirmer votre point de vue, je me souviens avoir fait un entretien avec François Hollande et il m'avait dit, au fond, j'ai décidé un mois trop tôt de ne pas me représenter. J'aurais attendu un peu, j'aurais pu me représenter. Et deuxième élément, ce qui paraît justifier son choix, c'est qu'on est un peu en train, me semble-t-il, de revisiter son quinquennat. Vous ne trouvez pas ? Ce sera toujours très compliqué de réhabiliter son quinquennat. Nous, on a fait un livre de 672 pages dessus. Certains aspects sont passés inaperçus, mais par exemple, le fait que la courbe du chômage, ce soit vraiment lui qui l'a inversée et pas Emmanuel Macron, ça a été établi par les chiffres et par l'INSEE. D'autre part, il a permis, avec les lois qui lui ont été reprochées, avec El Khomri et autres, de redonner un peu de CICE, de redonner un peu d'attractivité au monde économique avec une politique de l'offre qui, effectivement, était extrêmement choquante pour le monde de gauche qu'il a élu. C'est ça son problème, c'est qu'il a été élu par une gauche qui a vraiment cru au grand soir, sachant que quand on connaît bien François Hollande et d'où il vient, c'est un social-démocrate bon teint qui a une conviction très claire, c'est que la politique de l'offre permet de faire bouger les choses et qu'il faut respecter le monde de l'entreprise. Donc oui, ça me paraît clair ce que vous dites, Philippe. Merci beaucoup Gérard Davet, journaliste au Monde et co-auteur avec Fabrice Lhomme de plusieurs livres dont Un président ne devrait pas dire ça et le dernier, Le traître, le néant, Macron, l'enquête. Vous restez avec nous dans un instant. On garde Olivier. Je reste. Bah oui, bien sûr que vous restez. Et puis vous allez vous confronter, vous frotter finalement à nos vraies voix. Ça va être dur. Oui, ça va être... Oui, il est coriace. Olivier a l'air fort. Allez, bougez pas Olivier, on revient dans un instant. On vous souhaite la bienvenue à tous. On est ensemble jusqu'à 19h, les vraies voix Sud Radio. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans vous, nos chers auditeurs, avec nos vraies voix du jour? Ça va, Philippe Bilger? Ah oui, on survivrait, mais on ne vivrait pas. Bah ouais, bien sûr, bien entendu, avec Farid Tebsamani qui est avec nous, avec Jean-Michel Fauvergue. Ça va les garçons? C'est toujours un moment excellent. J'aime bien dire les garçons, ça fait Cécile et les garçons. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Philippe David? Bon, ça va toujours très bien, vous savez. Je vous ai toujours pas demandé, c'est fou. Non, mais j'ai anticipé votre question. C'est comme ce soir avant le match, sur les corners, faut anticiper au premier poteau, c'est pareil. C'est ça, jamais trop de retard donc. Olivier est avec nous de Bordeaux. Olivier, est-ce que vous êtes prêt? Je suis toujours là, je suis prêt, j'espère. Est-ce que je lance officiellement le quiz de l'actu? Soyons fous, Cécile. Allez, soyons fous. Allez, feu, on y va. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu, Olivier, vous répondez bien entendu aux questions avant tout le monde, mais vous avez 5 secondes pour répondre avec ce qui c'est qui l'a dit à 2 points. Sur la candidature de François Hollande aux législatives, je trouve sa candidature incongrue et absolument incohérente. Macron? Non. Non. Attal? Non. C'est pas le même bord. Pas le même bord.
Bardella. FN, Chenu, c'est quelqu'un. Retailleau. C'est quelqu'un de son camp, quelqu'un de son camp large. Large. Mélenchon. Non. Manuel Valls. Non. Fort. Non. Non plus. Personne. Non, c'était un autre Manuel. Un autre Manuel. Et Bompard a pris le point. Manuel Bompard. C'est trop tard. Il y a eu le buzzer qui est tombé il y a 10 secondes. On va chercher dans les socialistes, nous. Mais je l'avais dit. Vous plaisantez. Mais je l'ai dit Bompard à Mais oui, l'instant. mais le buzzer avait sonné depuis 10 secondes. On s'en fout du buzzer. Mais non, vous foutez du buzzer. Respectez le buzzer, monsieur. Respectez le buzzer. S'il vous plaît. Je suis grossier. Qui c'est qui Justice, Philippe, un peu de justice. Qui c'est qui l'a dit à 3 points? Il faudra m'expliquer comment on se marie avec Poutou et Mélenchon en reniant la campagne de Glucksmann, tout ça pour avoir un siège. Olivier. Ça tire à boulet rouge. Dupond-Moretti. Bonne réponse d'Olivier qui engrange 3 points. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux. Allez, 3 points encore. Qui c'est qui l'a dit? Il est essentiel dans le prochain Parlement qu'il y ait une force de gauche suffisamment forte pour résister. Hollande. Non. C'est plus ancien, un ancien Premier ministre. Bonne réponse. Non, c'est Olivier qui a été le plus rapide. Mais qui c'est? Les vraies voix, allez-y, envoyez du lourd. Et ça fait 6 points pour Olivier au total, et tout le monde est Fanny, donc on peut se réveiller, les vraies voix. Qui c'est qui l'a dit? Aller à 3 points au sujet du nouveau Front Populaire. Pour une place, on vend son âme au diable. Ciotti. Non. Non. Attal. C'est un LR. Non. C'est un coup d'LR, ça. Non, c'est pas un LR. Non, c'est pas un LR. Bardella. Non, c'est pas un RN. Dati. Non. Non. C'est Olivier, encore une proposition. C'était Chenu. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Trop tard. C'est pas la bonne question, c'est celle du dessus. Oh, ça va. Bon, allez. Posons la question suivante. C'est qui? Bon, alors, on sait pas. Le buzzer, c'était Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la ville et de la citoyenneté. Oui, mais là, c'est un On va truc. pas choisir des anonymes. Ah oui. Non, mais attends, Est-ce que vous pouvez arrêter de parler en même temps parce qu'on n'entend pas Olivier? Olivier, qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est pas facile. Non. C'est pour ça qu'il y avait 3 points à prendre. Bon, la prochaine, c'est Chenu. On a 3 points. On l'a fait sauter, celle-là. Attendez. Moi, j'ai un truc. C'est une question à 2 points. Qu'a dit Sébastien Chenu? C'est Chenu. Alors, avec les virgules, les points et les intonations. Et voilà, on fait le malin. Non, allez, j'en fais une autre. Allez. Qui c'est qui l'a dit? Donc, je vous le dis, il a dit quand on a la chance, l'honneur de porter un maillot de l'équipe de France, on a un peu de retenue. Voilà. Non, mais non, c'était. Mais il a dit sur papier. C'est à vous, Cécile. Allez, qui c'est qui l'a dit? 2 points, Olivier. C'est pas Le Pen qui a dit ça. Non, pas du tout. Non, c'était Chenu. C'est Chenu. Oui, absolument. Question qui c'est qui l'a dit? 2 points. Ma méthode, identifier les problèmes, être lucide et dire la vérité, prendre des décisions fortes et radicales parfois pour y répondre. Macron. Darmanin. Non. C'est pas Bardella? Non. Ciotti. Non. Le maire? Non. Le Pen? Non. Bon là, il y a en dessous du père, il y a quoi? Marine Le ministre. Le Premier ministre, bonne réponse. Il a dit le Premier ministre. Oui, c'est ça, le Premier ministre. Ok. C'est Gabriel Attal, le Premier ministre. Non, mais il semble avoir dit. Il a dit le Premier ministre. 2 points pour Farid. Bon, ça va. Allez, n'importe quoi, vraiment, franchement n'importe quoi. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Allez-y, Olivier. Les leçons d'Emmanuel Macron qui se présentait au Mozart de la finance et qui en réalité a été un tocard de l'économie. Olivier. Bompard. Non. Aubry. Bonne réponse. Manon. Le Farid Temsa, Aubry. Olivier Aubry. Manon Aubry, vous devriez le savoir quand même, ça. Ouais, mais enfin, j'apprends pas non plus ces discours par cœur. Mais... Contrairement à moi, bien sûr. Moi, j'étais sur Martine Aubry. Ce qui est le cas de Farid Temsamani. Question à 1 point pour vous, Olivier. Point, allez, on le marque, celui-ci. C'est indigne de la part de François Hollande de s'allier à Philippe Poutou. Il se compromet avec la France. La France mérite mieux qu'un calcul politique. Valls. Dati, je l'avais dit. Non, mais il l'a dit avant. Il l'a dit avant. C'est Farid qui a été le plus rapide. Rachida Dati à 1 point. Ou un bus de retard. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? L'objectif du camp présidentiel est de créer une nouvelle majorité. Un ancien Premier ministre.
Édouard Philippe. Bonne réponse d'Olivier qui marque 2 points. Ouais. Allez, le dernier, parce qu'il est très fort, Olivier. J'appelle à sortir de cette mauvaise histoire des gauches irréconciliables. Malgré les divergences, la gauche et les écologistes ont toujours su se retrouver sur l'essentiel. Ça serait pas ton délire? Non. Le communiste? Non. Fabien Roussel, non. Rousseau? Non. C'est une femme ou un homme? C'est un homme. Ouais. Un homme Et certains disent qu'il est le maillon faible. Le maillon faible? Hollande? Non. Il y en a un paquet de maillons faibles, Ouais. c'est pas facile. Non, mais un jeu de mots, là. Il y avait un jeu de mots. Vous avez perdu, c'était Olivier Faure, Ah bah premier oui, secrétaire du PS. c'est vrai. Ah oui, faible, fort. Et je vous ai donné un indice parce que j'ai dit avant la question en disant qu'est-ce qu'il est fort, Olivier. Ouais. Mais j'ai 0. Ah oui, comment ça se Jean-Michel Fauvergue aussi. Oui, mais moi, c'est assez normal. Mais comment ça se fait que Le Philippe, il a vainqueur, 0, c'est pas Olivier, normal. 8 points, et Farid Temsamani, 5. Merci. Bravo. Et je gagne un voyage où ça déjà? Vous gagnez un voyage à Bordeaux, en Gironde. Vous connaissez la Gironde? Oui. Vous avez le voyage qu'à Mérignac, par le tram. Faites-moi rêver. Bah ouais, mais on vous fait ravir. Regardez, vous êtes avec nous depuis une demi-heure. Si c'est pas du rêve, ça, Olivier. Merci en tout cas d'avoir partagé ce doux moment avec nous, mon cher Olivier de Bordeaux. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, Jean-Michel Fauvergue, on parle de quoi? Alors moi, je me posais la question si laisser le poste de Premier ministre à son lieutenant n'est pas une erreur pour Marine Le Pen. Farid Temsamani. De quoi parle-t-on? Je voulais parler du fait que on abandonne les quartiers populaires à la France insoumise. Et Philippe Le Salmigondi anti-RN, artiste sportif. Eh ben dites donc, on va bien s'amuser dans un instant. À tout de suite, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très content d'être avec vous en ce lundi pour cette semaine jusqu'à vendredi, tous les jours de 17h à 19h. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents comptes, Twitter, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur Instagram, vous pouvez aller sur TikTok. Voilà, vous ne pouvez pas nous manquer quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvergue, Farid Temsamani. On vous souhaite la bienvenue et ce numéro de téléphone 0826 300 dans un instant, Félix Mathieu. Le monde des affaires s'inquiète de l'incertitude liée à ces élections législatives. On va en parler avec l'adversaire LR-RN de Gabriel Attal, un économiste qui se présente dans les Hauts-de-Seine. C'est dans un instant. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village meurtri par les inondations et le terrorisme. Le village de Trèbes, dans l'Aude, situé à quelques kilomètres de Carcassonne. Pourquoi? Parce que le nouveau Front Populaire a eu la très mauvaise idée, à mon avis, on serait tenté d'écrire, a commis la provocation de présenter comme candidat Philippe Poutou, le candidat du nouveau anti-parti capitaliste aux 3 dernières présidentielles. Quelle idée, en effet, que de donner une investiture dans une ville où 4 personnes, dont le colonel Arnaud Beltrame, ont perdu la vie sous les balles et le couteau d'un terroriste islamiste, à une personne qui n'a aucun problème à fricoter avec Jean-Marc Rouillant, membre du groupe terroriste Action Directe, condamné à perpétuité mais remise en liberté, qui avait déclaré au sujet des attentats terroristes du 13 novembre, en parlant des terroristes, moi, je les ai trouvés très courageux, en fait. Ils se sont battus courageusement. Ils se battent dans les rues de Paris alors qu'ils savent qu'il y a 2 ou 3 000 flics autour d'eux. Un courage dont Jean-Marc Rouillant n'a pas fait preuve en participant à l'assassinat de 2 hommes des armées, le général Audran et Georges Besse, le PDG de Renault, et qui n'a pas opposé la moindre résistance aux policiers venus l'interpeller à Vitry-aux-Loges en 1987. Une investiture qui pose d'autant plus question quand on voit la réaction du NPA suite au pogrom du 7 octobre, je cite, « La gauche devrait se rappeler sur la nécessaire solidarité avec les luttes de résistance contre l'oppression et l'occupation, sans oublier l'attaque au mortier du commissariat de la Courneuve en mars, attaque qualifiée de joli feu d'artifice sur son compte Twitter. Les membres des forces de l'ordre, les frères d'armes d'Arnaud Beltrame, ont dû apprécier. Il ne reste désormais aux gens qui ont commis cette scandaleuse investiture dans un endroit aussi symbolique qu'une chose à faire, se taire et définitivement sur la morale en politique et la morale tout court. Philippe Bilger.
Le micro est pour toi. C'est une double provocation en réalité. D'abord, évidemment, que Philippe Poutou, après la déclaration du 7 octobre, soit dans la nouvelle Force populaire. Et deuxième élément, je ne le savais pas, qu'on l'ait investi à Trèbes. C'est hallucinant. Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est plus que surprenant. C'est même, il y a une certaine aigreur, un peu de dégoût dans cette affaire-là. On a des gens qui se présentent qui sont qui combattent, qui sont du mauvais côté de la barrière. Moi, je peux vous le dire, pour y avoir été aussi du côté de la barrière, et j'espère du bon côté. En fait, ces gens-là qui nous traitent d'islamophobes sont en général des islamistophiles, quoi. Ça n'augure rien de bon pour cette élection-là. Farid Temsamani, rapidement. En tout cas, symboliquement, c'est une catastrophe. Et on s'interrogeait tout à l'heure pourquoi les gens ne votaient pas, pourquoi les gens détestaient la classe politique. En fait, ça en fait partie. Allez, vous avez la parole, Félix Mathieu. Le monde des affaires s'inquiète de l'incertitude liée aux prochaines élections législatives. Un risque majeur de décrochage durable de l'économie française. C'est l'alerte d'un communiqué publié par l'Association française des entreprises privées qui regroupe une centaine de très grosses entreprises, comme par exemple Michelin, Air France ou bien encore L'Oréal. La FEB dénonce, je cite, les tentations d'isolement international et de fuite en avant budgétaire. Alors, elle vise pas explicitement le Front populaire ou le RN, mais entre les lignes, on comprend un peu que c'est pas la majorité sortante qui l'inquiète. Bonsoir Sébastien Lay. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Économiste, candidat LR et RN dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. C'est justement celle où se présente le Premier ministre Gabriel Attal. Alors on a Jordan Bardella qui met plus trop en avant l'abrogation de la réforme des retraites dans cette campagne. Ce serait plus à l'heure du jour s'il devenait Premier ministre. Est-ce que ça c'est l'effet, par exemple, alliance avec LR plus volonté justement de ne pas faire peur au monde des affaires ? Alors d'abord, les milieux d'affaires, effectivement, la FEP aujourd'hui, le MEDEF hier, je crois qu'ils réagissent d'abord à l'incertitude ambiante et en particulier à la situation de chaos qui a été créée par la dissolution. Moi, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'économiste, et sur la base de mes travaux passés, je suis les marchés financiers tous les jours et on voit qu'il y a des peurs et des incompréhensions liées en fait à ce qu'a fait Emmanuel Macron. Donc pour l'instant, ces forces patronales et notamment les milieux économiques financiers internationaux, ceux qui financent notre dette, ils se projettent pas dans l'après, ils ne regardent pas le programme spécifique du Front populaire ou du Rassemblement national ou de la future coalition d'union nationale. Ils regardent le chaos ambiant et bien évidemment, vous avez des mouvements sur notre taux d'intérêt, le coût de la dette qui a explosé. Vous avez par exemple la Bourse de Paris qui était sur les 10 dernières années, elle est devenue la plus grande bourse européenne qui ne l'est plus depuis hier. Et donc c'est cette incertitude ambiante qui inquiète les milieux patronaux. Après, de notre côté et du nouveau, s'agissant du côté de l'Union nationale, effectivement, tant du côté du RN où on a un parti qui tend à devenir un parti de gouvernement que du côté, bien évidemment, des troupes de LR, qui était aussi un parti de gouvernement. On a des gens comme moi qui travaillent sur des programmes économiques, qui ont un certain sérieux et qui sont dans le monde de la rationalité économique. Donc on sait très bien qu'on fera pas n'importe quoi quand on arrivera au pouvoir. Justement, Sébastien Lay, on reproche au Rassemblement national, sur le plan économique, de promettre à peu près n'importe quoi. Mais ma question précise est celle-ci. Est-ce que vous avez l'impression déjà que le Rassemblement national atténue son programme en hiérarchisant les urgences et le long terme ? Ça n'est pas un mouvement récent, ça a déjà au moins 1 an en réalité. Donc effectivement, si vous m'avez demandé mon avis sur le programme du Rassemblement national il y a 5 ans, je vous aurais dit bien évidemment on n'est pas dans le cadre, on ne s'inscrit pas dans le cadre de la réalité économique. Mais là, depuis 1 an, il y a un véritable travail qui a été fait, il y a des contacts qui ont été pris avec les milieux économiques, les milieux patronaux, tout est prêt. Et effectivement, il suffit de suivre aussi le discours de Jordan Bardella. Vous voyez bien que sur certaines réformes, par exemple, on dit on les mettrait sur pause et on ferait peut-être notre propre réforme des retraites. Parce que moi, en tant qu'économiste et chef d'entreprise, par exemple, j'ai souvent, et j'ai été souvent sur cette antenne pour critiquer aussi l'action économique d'Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas satisfait des résultats économiques. J'entre en campagne aussi contre Gabriel Attal. Je l'engage à venir débattre avec moi sur son bilan économique qui n'est pas bon. Gabriel Attal, c'est l'homme de la dégradation de la note française. C'est 900 milliards d'euros de dette en plus.
pour une croissance qui, sur les 7 dernières années, en moyenne, si vous faites le calcul, n'a pas dépassé 1%, si vous faites la moyenne. Et donc le bilan n'est pas bon, il est comptable de ce bilan. Il a été ministre des Comptes, il était avec Emmanuel Macron, il est Premier ministre. Il doit venir défendre ce bilan. Donc nous sommes persuadés, nous sommes un certain nombre d'experts économiques qui sont aussi dans cette coalition nationale, que nous pouvons faire mieux. Et notre programme n'a rien à voir avec ce qui existe de l'autre côté, avec le Front populaire. La véritable menace aujourd'hui, au niveau économique, c'est le Front populaire. Et moi, je me demande d'ailleurs toujours ce que M. Attal et les macronistes vont faire. On va avoir des triangulaires quand ils seront 3e. Est-ce qu'ils vont se retirer en faveur de notre coalition d'Union nationale ? Merci beaucoup Sébastien, économiste et candidat LRN dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et les noms des autres candidats, c'est obligatoire pour le nouveau Front populaire. Cécile Soublet, pour la majorité présidentielle, Gabriel Attal, les Républicains, Canal Historique, Clément Perrin, Reconquête, Erlander Ferreira do Amaral, Lutte ouvrière, Laurence Viguier, et 3 candidats sans parti, Béatrice Guimet, Nicolas Lemel et Clément Perrin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu des nos Vraie Voix, c'est Sud Radio. On souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Ça va, Cécile de Ménibus ? Très bien, mon Philippe David. Je vous pose la question parce que comme vous ne la posez pas, je vous y réponds. Là, je vous la pose et vous me répondez. C'est cohérent, non ? Mais ça va en ce moment ça va très bien. Vous voulez prendre des vacances? Non, pourquoi vous voulez m'exclure comme ça? Non, mais pas du tout. Faites une petite sieste, on revient dans 5 minutes. Allez, les vraies voix. Ensemble avec Philippe Bilger, Farid Temsamani et puis Jean-Michel Fauvergue. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Le tour de table de l'actualité. Qu'est-ce que vous le dites bien? Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous voulez parler de ce que vous appelez le sel Migondi anti-RN. Est-ce que c'est contre-productif? Je le pense. Écoutez, le matin, on entend les médias critiquer le RN. Le soir, on se couche, on les entend critiquer le RN. Et maintenant, les sportifs et les artistes se mettent également sur ce registre. Peut-être un peu moins fort qu'à une certaine époque. Mais tout de même, ils nous parlent de leurs valeurs. Marcus Thuram, Mbappé qui dit qu'il est contre les extrêmes, mais comme il partage les valeurs de Thuram, on comprend qu'il est aussi contre l'extrême droite. On a Yannick Noah, bien sûr, qui est spécialisé là-dedans. Marion Cotillard, qui considère que la jeunesse emmerde le RN. Tout cela est absolument lamentable. Je pense que ces artistes, ces sportifs, qui apparaissent tout à coup dans l'espace démocratique, alors qu'en général, ils ne se battent jamais pour des causes totalement légitimes, vont entraîner des conséquences très négatives pour leur camp. Farid Temsamani, on écoute, vous êtes porte-parole de Banlieue Plus, on entend la voix de Mbappé ou de Thuram dans les banlieues? Franchement, je ne crois pas. Et je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Philippe. Et je pense que ça va même avoir un impact inverse en réalité. Alors, moi, je regrette beaucoup ce type de prise de parole pour une raison très simple, c'est qu'en fait, ils n'ont pas la même vie que le citoyen lambda. Je suis désolé, quand on est Mbappé et qu'on vivait, lorsqu'il était à Paris, il vivait dans les beaux quartiers, il le dit lui-même, il ne pouvait même pas aller acheter sa baguette à la boulangerie. Et je pense qu'en fait, ce type de prise de parole, en vérité, est très néfaste. J'ai beaucoup de respect pour un ancien joueur qui nous a beaucoup marqué, qui était Zinedine Zidane, qui s'abstenait le plus souvent à entrer justement dans l'arène, en tout cas de l'idéologie et de la politique. Eh ben, je pense qu'ils auraient dû tous là prendre exemple. Jean, oui, mais en 2002, Zidane avait pris parti. Sauf en 2002, mais il l'a fait de manière très soft. Et c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché, le fait de ne pas, justement en 2002, de ne pas précédemment avoir pris la parole. Rappel de Maxime dans le casque, mais j'allais faire en plus. Jean-Michel Fauvergue. Moi, je trouve qu'il y a quand même une différence entre les sportifs qui ont fait leur rubrique sur l'équipe. D'ailleurs, sur l'équipe, pourquoi fait-on une rubrique politique sur l'équipe? Moi, ça me surprend déjà. Et qui ont appelé à voter contre le RN, à barrer le RN. Et une différence avec Mbappé qui lui demande à barrer la route aux extrêmes. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ça a son importance. Oui, mais en parlant du RN, c'est-à-dire qu'à aucun moment il parle de la France
France Insoumise. Alors ça, c'est la problématique. C'est la problématique, c'est que dans ce pays aujourd'hui, pour un certain nombre de porteurs de voix, on va le dire comme ça, s'allier avec des antisémites ou des racistes de l'extrême gauche, ça n'a pas le même effet qu'avec l'extrême droite. Donc il y a une vraie problématique. Et je voudrais quand même soulever une phrase qu'ont signalé les gens qui font la rubrique sur l'équipe. Ils disent en général que le respect est l'une des pierres angulaires du sport. Et ils disent, noir sur blanc, le respect de l'adversaire sur le terrain, le respect de celles et ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc à un certain moment, s'ils sont dans ce respect-là... Excusez-moi, Marcus Thuram qui avait craché au visage d'un adversaire du Borussia Mönchengladbach, qui lui avait une lourde suspension sur le respect, il y a peut-être mieux. Hein. Donc c'est le respect qu'on vous manifeste tout le temps. Voilà, c'est ça. Bon, à minima, qui respecte les électeurs, qui respectent les gens qui ont voté massivement aux dernières élections. Mais alors, ma question, est-ce que c'est de l'irrespect de dire ne votez pas pour un tel ou un tel? Ils ne sont pas irrespectueux, ils donnent des consignes de vote, donc il n'y a pas de manque de respect. Non, mais la problématique, c'est qu'on est au-delà du simple citoyen. Didier Deschamps disait, ce sont des citoyens aussi, ils ont leurs opinions politiques. Non, ce sont aussi des porteurs de voix, et de ce point de vue-là, je pense que il vaut mieux réfléchir. Moi, quand j'étais homme politique, je jouais pas au foot, donc que les footballeurs ne fassent pas de la politique. Mais je serais bien étonné de voir si il y a beaucoup de gens qui ont une carte électorale à qui ils s'adressent. Ouais, c'est ça. Je serais curieux de savoir si les mêmes dans le micro ont voté aux européennes. Ça m'amuserait de le savoir. Allez, Farid. Moi, je suis un peu choqué parce que on les a pas entendus aux élections présidentielles dernières. On les a pas entendus aux précédentes élections. Et là, d'un coup, en fait, on se réveille. On sent bien qu'il y a une manipulation, y compris là-dessus. Et là où je suis très triste, c'est que une partie pas une partie, c'est même certains. L'électorat même du Rassemblement National, par exemple, ou même des autres, ce sont des sportifs à part entière. Ce sont des gens qui payent leur carte pour entrer au stade, qui payent justement leur abonnement télé, etc. Et le fait de les balayer comme ça, je trouve que c'est irrespectueux, quand bien même on n'est pas forcément d'accord avec leurs idées politiques. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite du tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Farid Temsamani et Jean-Michel Fauvergue. Allez, à tout de suite. 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, c'est eux. On les aime beaucoup puisqu'ils ont des choses à dire. Voilà, vous partagez leur avis. Vous le partagez pas, et ben vous avez la possibilité de nous le dire et de venir en parler avec nous au 0826 300 300 tous les jours de 17h à 19h. Et d'ailleurs, on vous remercie pour votre fidélité aux vraies voix, mais à l'ensemble de la grille. Aujourd'hui, Philippe Bilger avec nous, Farid Temsamani avec nous et Jean-Michel Fauvergue avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais Jean-Michel Fauvergue, tiens, allez-y, mon petit chat. Allez, je me demande si laisser le poste pour Marine Le Pen de Premier ministre à son lieutenant, c'est pas une erreur maximale. Parce qu'il y a quelques mois de ça, il y a eu, rappelez-vous, une interview au JDD, un interview croisée entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et à la lecture de cette interview, on sentait qu'elle était un peu tendue, et elle a répété à plusieurs reprises qu'elle serait présidente de la République pendant que Bardella serait son Premier ministre. Et ça, c'était avant la dissolution. Maintenant, il y a une dissolution. On peut peut-être éventuellement envisager une quatrième cohabitation. Et à chaque fois qu'il y a une cohabitation, les premiers ministres se sont présentés à chaque fois. Alors ils ont perdu tout le temps. En 88, c'était Jacques Chirac. En 95, Balladur. Il y a eu Jospin par la suite en 2002. Mais de toute façon, ils se sont présentés. Mais s'il doit y avoir une future cohabitation avec un premier ministre comme Bardella, on peut se demander si, pour faire vite, si Bardella réussit, est-ce qu'il ne va pas devenir l'homme de la situation et se présenter au présidentiel? S'il échoue, est-ce qu'il ne va pas faire échouer Marine Le Pen dans sa quête devant le Graal? Voilà la question que je voulais poser. Philippe vous avez en grande partie raison, Jean-Michel, mais je crois qu'elle n'avait pas d'autre choix. L'hypothèse la plus probable, c'est que tout de même, si elle était devenue Premier ministre, elle aurait gâché ses chances pour 2027. Vous pensez que c'est le cimetière des ambitions présidentielles, Matignon, Farid Temsamani? Alors, jusqu'à présent, ça a été dit, effectivement, ça a toujours été comme ça, mais
Je pense qu'en fait, on a aussi changé d'époque et qu'on verra bien quelle majorité et quel gouvernement seront au pouvoir, et puis surtout s'ils réussissent ou pas. Mais je pense que ça peut être contredit cette fois-ci. Et Farid Tabsamani, l'abandon des partis politiques et les filles de la question justement des quartiers populaires. Oui, en fait, on s'aperçoit, et on l'a parfaitement vu, notamment aux européennes sur la question internationale, l'ensemble des partis politiques, qu'ils soient de gauche comme de droite, en fait, ont, pour moi en tout cas, complètement abandonné la thématique des quartiers populaires à LFI. Et je trouve ça assez humiliant, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est 5, 6, 7 millions d'habitants qui vivent dans ces territoires-là, et ils ont des problématiques, et on ne peut pas laisser uniquement la LFI s'occuper, en tout cas en faisant un peu de l'émotionnel, ou en faisant sur des questions complètement irrationnelles. Et ça me gêne profondément. Il fut un temps, même si on n'était pas d'accord, en fait, où des partis politiques avaient des thématiques précises pour résoudre la question des quartiers populaires. Et là, on a l'impression, ces dernières années, qu'en fait, ça a été complètement abandonné. Et face à cette dissolution express, en réalité, on s'aperçoit que la LFI, que l'on veuille ou non, en vérité, fait un effort beaucoup plus important. Et j'en veux beaucoup, non pas à la LFI, parce que d'une certaine manière, ils occupent le terrain, mais l'ensemble des autres partis. Alors, sur la question notamment des investitures issues des quartiers populaires, on a eu Jacques Chirac qui avait fait un effort. On a eu Emmanuel Macron aussi qui avait fait un effort en 2017. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, tout ceci est complètement gommé parce que la LFI véritablement occupe le terrain. Philippe Bilger. Je suis d'accord. De toute façon, c'est comme si on admettait que les quartiers populaires sont naturellement la propriété de LFI. Et on se contente de reprocher la démagogie de Jean-Luc Mélenchon, mais sans songer à peut-être lui opposer une vraie rivalité. Oui, allez-y, bien sûr. Moi, je pense que c'est plus grave que ça. Je pense que, je ne sais pas si LFI a récupéré les quartiers populaires, mais en tout cas, il y a un communautarisme qui se fait dans les quartiers populaires que LFI récupère, et qui récupère pour être élu. Et donc, on surfe, on joue sur la radicalité de certaines personnes. On va rejoindre aussi les frères musulmans qui ont une bonne politique d'entrisme dans ces communautés-là. Et c'est là-dessus que LFI est dangereux, parce qu'elle rejoint ce système-là. Et pas parce qu'elle est sur les quartiers populaires pour faire développer les quartiers populaires. Elle est sur les quartiers populaires pour développer un type de population qui, elle, va voter pour elle parce qu'elle est communautarisée. Je l'entends parfaitement, Jean-Michel, mais quelle est l'alternative que les autres partis politiques proposent à ses habitants? Et j'ai l'impression que là-dessus, c'est relativement pauvre. Il y a eu des choses de faites quand même, malgré tout. C'est-à-dire parce que vous avez des vraies politiques de l'ANRU, du développement de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Oui, des vraies politiques qui ont été faites. Vous avez des politiques de cœur de ville et de cœur de cité qui ont été faites, etc., etc. Mais pour l'instant, effectivement, c'est difficilement visible par rapport. En tout cas, c'est visible. C'est invisible par rapport à cette grosse offensive qui est faite et que je décrivais tout à l'heure par la France Insoumise. Ça veut dire que Farid, faudrait faire venir tout le monde, c'est-à-dire du RN, tout ce qui est jusqu'à les LR, les Renaissances, tout le monde, quoi, le PS. Ce que je dis, c'est que les partis politiques ne travaillent suffisamment pas cette thématique des quartiers populaires. Bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites depuis notamment la création de ce qu'on appelle la politique de la ville, qui je rappelle c'est 77. Premier plan Lionel Stoléru. Voilà. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans aucun programme, en réalité, à part celui de la France Insoumise, où symboliquement ils sont beaucoup plus actifs, en mettant beaucoup plus notamment d'investiture ou même de moyens idéologiques, même si on n'est pas forcément d'accord là-dessus, que les autres partis politiques. Et ça, je pense que en fait, c'est une erreur parce que j'ai dit tout à l'heure, 5 à 6 millions d'habitants, donc d'électeurs, et je pense qu'à un moment donné, en fait, on parlait tout à l'heure des gens qui étaient abandonnés à leur sort, et bien là aussi, on a l'impression d'être abandonnés à la LFI. Mais est-ce que les quartiers populaires votent ? Beaucoup moins que la moyenne nationale, il faut pas se mentir. Mais on s'aperçoit que sur les élections européennes, grâce à leur ou en tout cas malheureusement par rapport à la politique qu'ils ont essayé de mettre en place, en tout cas sur la campagne électorale, que les quartiers populaires ont voté un peu plus que d'habitude.
Il y a un fort vote communautaire aussi des quartiers populaires. Hein. Ouais. Les musulmans votent largement pour LFI. Oui, mais les quartiers populaires, c'est pas que les musulmans. Mais vous avez raison, ça existe aussi. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut occuper le terrain. Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup. En tout cas, dans un instant, on va revenir sur les législatives face à la possibilité d'une victoire du RN. Le 7 juillet prochain, la haute fonction publique est en difficulté, Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que les hauts fonctionnaires peuvent être un contre-pouvoir à un pouvoir politique? Ou alors est-ce que, comme dit le proverbe, un fonctionnaire, ça fonctionne? Et à cette question, en cas de victoire du RN, certains hauts fonctionnaires pourraient refuser d'appliquer les lois. Est-ce pour vous leur choix? Vous dites oui à 3%, inadmissible 90%, tout dépend des lois 6%, sans opinion 1%. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Daniel Keller, qui est avec nous, ancien président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour paraphraser Jean-Pierre Chevènement, est-ce que finalement un fonctionnaire c'est comme un ministre, ou ça ferme sa gueule, ou ça démissionne? Mais d'abord, il y a un état de droit. Et donc, il y a des règles qui s'imposent à tout le monde. C'est ce que j'appelle les règles du jeu. Et cet état de droit, il va effectivement baliser l'action du gouvernement, quel qu'il soit. Et je pense qu'à partir de là, cet État, il est suffisamment fort et suffisamment résilient pour éviter que les gouvernements n'aillent dans le fossé. Voilà, c'est son principe. On en parle dans un instant, 0826 300 300. Soyez les bienvenus. On a envie de vous entendre sur cette question. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio. Et l'heure, je vous la donne. C'est gratuit, ouais, ça nous fait plaisir avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h avec les vraies voix du jour. Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Farid Temsamani. Et tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et dans Libération, un haut fonctionnaire se demande s'il doit refuser d'appliquer des circulaires du RN contraires à ses convictions. Des agents partagent donc leur dilemme entre éthique personnelle et respect de la hiérarchie. Alors parlons vrai, est-ce que le communiqué du syndicat de la magistrature, allant dans ce sens en début de semaine dernière, a ouvert une boîte de Pandore? Est-ce qu'un pouvoir RN pourrait voir sa politique empêchée par la haute fonction publique ou par le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État? Et à cette question, en cas de victoire du RN, certains hauts fonctionnaires pourraient refuser d'appliquer les lois. Est-ce pour vous êtes 3% à dire leur choix, 90% inadmissible, 6% tout dépend des lois et 1% sans opinion. Vous voulez réagir? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et on va en parler avec notre invité Daniel Keller, qui est avec nous, ancien président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Philippe Bilger, ces hauts fonctionnaires ont-ils le droit finalement, comme un droit de retrait, pourrait avoir? Alors, vous qui avez été haut fonctionnaire, Daniel Keller a justement rappelé que même si le Rassemblement national venait au pouvoir, il s'inscrira forcément dans le cadre d'un état de droit avec des organes, des juridictions, des limites et des entraves. Deuxième point, il y avait un excellent article, non seulement dans Libération, mais une double page dans Le Monde où on s'aperçoit d'abord que Marine Le Pen est très étonnée de voir le nombre de candidats et de hauts fonctionnaires qui sont prêts à travailler avec elle. Deuxième élément, par rapport à des époques précédentes où le Rassemblement national menaçait de venir au pouvoir, il semble que ce ne soit plus une indignation qui soit prête à se mettre en œuvre, mais plutôt ce que j'appellerais une lassitude résignée. Ces gens resteront en grande partie en place en tentant de faire le mieux possible leur travail, et évidemment avec parfois des états d'âme, mais il me semble majoritairement dans une loyauté, dès lors que évidemment on ne leur demandera pas des choses profondément inhumaines au sens propre. Un autre ancien haut fonctionnaire et législateur, Jean-Michel Fauvergue. Oui, j'écoutais avec votre attention l'intervention du syndicat de la magistrature. Je rappelle qu'en 1940, les magistrats ont tous, sauf à l'exception d'un seul, prêté allégeance à Pétain. Et on était dans d'autres conditions, on n'est pas du tout dans ces conditions-là. Je le dis immédiatement. À l'époque, évidemment, l'ensemble des députés ont donné les pleins pouvoirs à Pétain, qui a transformé la République en État français. On n'en est pas du tout là, on est dans un État de droit, je le répète, ça a été dit auparavant, on est dans un État de droit, et les hauts fonctionnaires, comme les autres fonctionnaires, suivront les consignes de cet État de droit.
pour peu qu'elle soit effectivement légitime et qu'elle réponde aux aspirations d'un État légitime. On a une théorie qui s'appelle la théorie des baïonnettes intelligentes, qui fait qu'à un certain moment, quand on vous donne un ordre qui est un ordre manifestement illégal, eh bien on est en droit de le refuser. Mais l'illégalité de l'ordre, elle se fait par rapport aux lois, aux règlements et aux textes que l'on a. Farid Temsamani, qui lui n'a jamais été haut fonctionnaire aux dernières nouvelles. Exactement. Un fonctionnaire, lorsqu'il s'engage, lorsqu'il signe, en fait, il sert l'État. Et donc, de ce point de vue-là, quelle que soit la couleur politique, finalement, du gouvernement, en réalité, il servira toujours l'État. Maintenant, effectivement, Philippe l'a parfaitement expliqué, contrairement à il y a quelques années, on sent qu'aujourd'hui, la haute fonction publique est prête à travailler avec potentiellement le Rassemblement national. Et je vais même vous dire, dans les faits, concrètement, que ce soit le Rassemblement national ou même d'autres au préalable, on a toujours un corps particulier qui justement fait le lien, fait la liaison. C'est le corps, ce qu'on appelle des préfets. Oui, et les préfets, la haute administration, notamment les cabinets ministériels à venir et les grandes administrations, seront occupés par ce que vous avez aujourd'hui énormément de préfets prêts à travailler potentiellement avec le Rassemblement national. Ce qui fait que globalement, on ne verra pas grand-chose de différent, d'une certaine manière. En tout cas, les affaires tourneront correctement. Ce qui pouvait poser problème, notamment lorsque Jean-Marie Le Pen, potentiellement, en 2002, était au second tour, où là, vous aviez pas forcément suffisamment de hauts fonctionnaires, et notamment de préfets, qui étaient prêts à travailler. Voilà. Et on a fait une référence tout à l'heure historique, sans revenir, et l'époque n'est absolument pas la même, mais si le régime de Vichy a pu véritablement fonctionner d'une certaine manière, c'est parce qu'il y avait également des hauts fonctionnaires. Et là, du coup, on a un travail, peut-être que notre invité l'exprimera, mais on a un travail peut-être sociologique, peut-être philosophique à exprimer justement quelle est la limite potentielle de ces hauts fonctionnaires. Daniel Keller, pour faire la synthèse. Pour faire la synthèse, ce serait peut-être ambitieux, mais... Pour le retour de François Hollande, ça s'impose. Je rappelle que... vis-à-vis d'un gouvernement qui porte des textes de loi, il y a déjà le Conseil d'État qui est quand même, comme son nom l'indique, le Conseil du gouvernement, donc est là pour lui rappeler les clous juridiques dans lesquels il doit rester. En ce qui concerne le pouvoir réglementaire, vous parliez des circulaires ou des décrets, eh bien le juge administratif, des tribunaux administratifs jusqu'au Conseil d'État, il est là encore pour effectivement juger de la légalité de ces actes par rapport aux lois, par rapport aux principes fondamentaux de la République. La légalité des lois, il y a le Conseil constitutionnel. J'ajouterais que dans l'administration, je distinguerais les fonctionnaires des magistrats. Mais dans l'administration, il y avait des inspections générales. Malheureusement, on les a supprimées, on les a fonctionnalisées, comme on dit dans le jargon. Mais il y a des inspections générales qui sont là aussi pour effectivement contrôler les actes du gouvernement. Donc il y a tout un ensemble de dispositifs qui existent et qui, d'une certaine façon, va brider les velléités d'un gouvernement qui voudrait s'affranchir de ces règles. Parce que jusqu'à présent, compte tenu de la situation vers laquelle on pourrait aller, il n'est pas question de réviser les règles juridiques, c'est-à-dire de procéder à des révisions constitutionnelles qui là pourraient changer les règles du jeu. C'est-à-dire que on joue le match de foot à règle constante. Bon, oui. On n'a pas dit qu'on allait changer la règle du hors-jeu. Voilà, ça reste à règle constante. Donc je suis assez serein. Après, les hauts fonctionnaires. Bon, les fonctionnaires qui seraient en désaccord avec la philosophie portée par un tel gouvernement, ils ont la possibilité de se mettre en disponibilité. Donc c'est une position statutaire qui leur est ouverte et qui serait tout à fait compréhensible. Maintenant, je dirais que l'immense majorité des hauts fonctionnaires vous répondront qu'ils servent l'État et la République, que l'État et la République restent et que les gouvernements passent. C'est un peu la philosophie. On n'est pas en 1940, on est bien d'accord. Cette règle partant de haute mer, on a vu qu'elle pouvait subir quelques accros. Enfin, en tout cas, je pense que dans le contexte actuel, les hauts fonctionnaires qui ne souhaiteraient pas, qui ne partageraient pas la philosophie du gouvernement pourraient se mettre en disponibilité. Et à partir de là, il faut aussi penser à tous les fonctionnaires anonymes. Quand on parle de la haute fonction publique, c'est les cadres supérieurs, c'est 20 000 cadres supérieurs, les cadres dirigeants, c'est 2 000, et les top dirigeants, c'est 700. Mais il y a 5 millions de fonctionnaires. Oui. Et puis, donc dans toutes les administrations, à l'éducation nationale, aux finances, dans les métiers sociaux. Donc je crois qu'il peut y avoir des appréhensions. Il appartiendra aux dirigeants aux dirigeants de l'administration que sont les hauts fonctionnaires, bien de rappeler à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui sont dans la fonction publique qu'il y a des règles
et qu'elles valent pour tout le monde. C'est le principe de la République. Les règles, elles valent pour les subordonnés comme pour les chefs. Philippe Bilger. Au fond, vous avez raison, Daniel Keller, si je vous ai bien compris, le problème ne commencerait à se poser véritablement que si le nouveau pouvoir commençait à discuter les organes de l'état de droit, en quelque sorte. Évidemment. C'est cela. Évidemment. C'est pas impossible. Hein. Oui. Alors, Jean-Michel Fauvergue. Oui, justement, c'est très intéressant et je vous remercie de votre analyse, Daniel Keller, là-dessus. Moi, je pense que la difficulté, elle viendrait pas des hauts fonctionnaires ou de ceux qui sont là pour appliquer. Je pense que la difficulté, le blocage viendrait sans doute certainement d'une haute cour, quelle qu'elle soit, le Conseil constitutionnel en particulier, sur l'article 11 de la Constitution, ouvrant droit à l'immigration. Je pense que là, il y aurait un vrai hiatus avec des véritables oppositions entre un pouvoir, un nouveau pouvoir qui aurait été élu et qui donc la légitimité populaire et un Conseil constitutionnel qui lui empêcherait les moyens de continuer sa politique et qui lui est issu d'aucune légitimité quelle qu'elle soit, avec des ouvertures du Conseil constitutionnel ces derniers temps on n'est plus sur la vérification de la Constitution, on est sur la vérification à partir d'un bloc de constitutionnalité et de jurisprudence qui s'est faite lui-même et de jurisprudence de la jurisprudence de la jurisprudence. Est-ce que ça serait pas ça le danger, c'est-à-dire une haute cour bloquante pour le empêcher pouvoir de gouverner en fait. Empêcher de gouverner. Daniel Keller. C'est un mouvement en fait ancien. Dès l'après-guerre, Bilger le sait mieux que moi, le Conseil d'État a dégagé les grands principes généraux du droit, qui sont, je dirais, au fondement de notre République. Bon, les principes à valeur constitutionnelle, la première décision du Conseil constitutionnel, c'est le 16 juillet 1971, donc ça date pas d'hier. Et puis pour le reste, sur des sujets sensibles, bon, par exemple, on parle toujours de la préférence nationale. On pourrait plus dire la priorité nationale. Le Conseil constitutionnel a dit la priorité nationale, elle est admissible dans certaines limites. 5 ans, c'est trop. Donc après, je ne sais pas si 4, 3, 2, c'est possible, mais bon, donc il y a effectivement des limites dans lesquelles l'action doit s'exercer. Voilà, donc je crois qu'à partir de là, il y a effectivement des choix avec lesquels on peut être politiquement en désaccord, mais les règles existent et on ne peut pas faire n'importe quoi. Farid Temsamani. Et après, on part au 0826 300 300, donc rapidement. Mais je pense que le corpus, que ce soit législatif, juridique au sens très large de notre pays, permet justement d'encadrer ces règles-là. Ça a été parfaitement expliqué. Là où effectivement ça posera problème, c'est lorsque, d'un point de vue populiste, on nous dira, bah voilà, nous sommes empêchés d'une certaine manière, donc allons au référendum, potentiellement, pour véritablement changer potentiellement les éléments de la Cour constitutionnelle ou autre. Et là, effectivement, ça sera dangereux. Mais je pense que personne n'y a véritablement intérêt, mais effectivement, on ne sait jamais. Mais là encore, pour le référendum, le Conseil constitutionnel a bien rappelé qu'il avait un droit de regard. On ne peut pas soumettre n'importe quoi à un référendum. Et il a précisé que les sujets de l'immigration, tout dépend de la manière dont ils seraient formulés, ne sont pas référendables, excusez-moi cette expression, à qui veut l'entendre. Et je rappelle enfin, bon, quand même, qu'il y a le président de la République. Hein, l'article 5 de la Constitution, il est quand même gardien du bon fonctionnement des pouvoirs publics. Et c'est une fonction qui n'est pas que symbolique. Allez, 0826 300 300, Didier qui est avec nous, vous nous appelez du Pays Basque. Bonsoir Didier. Bonsoir Didier. Ouais, bonsoir à toute l'équipe. Alors, on vous écoute. Ben, écoutez, le sujet, c'est sur les hauts fonctionnaires. Donc, par définition, ce sont les fonctionnaires. Alors, même s'ils sont assis sur la plus haute marche de l'escabeau, ils sont au service de la nation. Ils sont au service de la République. Et ils n'appliquent pas une doctrine personnelle. Ils se tiennent, à mon sens, au niveau de ce que leur demande l'État. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est demandé, ben, ils s'en vont. Voilà ce que je pense des hauts fonctionnaires. Mais je suis surpris d'entendre des choses pareilles. Si le RN au contraire. Moi, sincèrement, je trouve que c'est une chance inouïe que le RN puisse gagner ces élections législatives. Ah bon ? Alors, pourquoi Didier ? Allez-y. Alors, je vous l'explique. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont 3 ans pour démontrer de quoi ils sont capables. Et si ça ne marche pas dans 3 ans ou dans 2 ans, eh bien, basta. C'est fini, on n'en parle plus.
Alors je vous arrête, 3 ans c'est TTC, parce que Emmanuel Macron peut dissoudre dans un an. Hein. Dans un an, il peut le faire dans un an. Mais ne serait-ce qu'un an, mais en un an, on peut faire des choses, et j'espère qu'ils feront des choses. Maintenant, s'ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils disent, ben, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Mais vous savez, ça ne peut pas être pire que ce que l'on connaît aujourd'hui. Merci de votre intervention. Je trouve c'est fin ce qu'il dit là sur le. Enfin, Daniel Keller, je voulais vous demander, au-delà de ce que vous avez si bien décrit, est-ce que il n'y aura pas de la part de certains hauts fonctionnaires un arbitrage intime très difficile à faire entre ce qu'ils sont prêts à accepter et ce que leur éthique devrait leur interdire? J'imagine qu'il y aura un certain nombre de gens sincèrement épris d'un état de droit dans sa plénitude ou d'un pouvoir qui respecterait profondément toutes nos règles démocratiques, qui seront probablement soumis à des interrogations, je dirais quasiment comme Jean Valjean dans Tempête sous un crâne. Voilà. Oui, mais je pense que dans ce cas-là, les fonctionnaires qui effectivement vivraient un conflit entre leurs obligations professionnelles auxquelles ils sont tenus et l'éthique qui est la leur, feront tout, je dirais. Plutôt que de quitter le bateau, de mon point de vue, je pense qu'ils feront tout pour que les règles de droit soient toujours respectées. Parce que c'est comme ça finalement qu'on garantit à travers le temps la République. Jean-Michel Fauvergue. Oui, moi je pense que le plus gros danger serait pas tant de s'opposer, enfin de s'opposer activement, mais serait de s'opposer en ne faisant pas ou en laissant la situation se dégrader, etc. Aujourd'hui, quand vous êtes homme politique, c'est difficile d'imposer des choses. Vous avez en dessous de vous des administrations qui sont par définition freinantes. Peut-être que ces freins-là seraient surmultipliés dans ce domaine-là, mais je pense pas que les hauts fonctionnaires s'opposeraient violemment à ça. Merci en tout cas Daniel Keller d'avoir été avec nous, ancien président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup Farid Tebsamani, merci beaucoup Philippe Bilger. On vous retrouve demain mon cher Philippe, et dans un instant les vraies voix citoyennes. On va revenir sur la pêche illégale qui représente environ entre 11 et 26 millions de tonnes de pêche annuelle mondiale, c'est pour vous dire. Et puis surtout sur ce sujet important, 167 personnes, majoritairement des femmes, ont été refusées avec leur chien guide dans des lieux publics en France à la veille des JO. C'est un souci. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio.